et avec vous. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac disponible sur tous vos smartphones. Ce soir, nous sommes deux. Bonsoir Vincent. Bonsoir Kevin, comment vas-tu ? Ça va bien et voilà, Guillaume ne peut pas être présent ce soir puisque on pensait son amour du cinéma invincible, mais hélas, il a été terrassé. Un fléau l'a attaqué et a terrassé son amour du cinéma. Il s'est fait porter pâle. C'est bien évidemment la grippe, mesdames et messieurs. Donc, il ne sera pas une autre fièvre, mais c'est pas une fièvre amoureuse. Non. Alors, on va savoir pourquoi. Je dis ça, tu vas nous dire tout, Kevin, ce soir. Bien évidemment. Donc voilà, Guillaume ne sera pas là des nôtres ce soir, mais il reviendra la semaine prochaine, si tout va bien. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Ah bah oui, bien sûr. Et ce soir, évidemment, vu que nous sommes dans la semaine de l'amour, chères auditrices et chers auditeurs, nous allons bien évidemment parler des sorties de la semaine, puis ensuite nous allons donner nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Elle a un bon paquet, hein. J'ai vu pas moins de 5 films. Oui, ça fait le plein là, j'ai l'impression. Oui. Là, j'ai monopolisé ma semaine au cinéma, presque. C'est bien. Et puis nous accorderons un focus pour finir sur l'amour au cinéma. Alors, on va commencer. Voilà, on va commencer par les comédies romantiques. On abordera, si on a le temps après, les grandes histoires d'amour du cinéma. Pourquoi Sur la route de Madison est le meilleur film d'histoire d'amour. Voilà, moi je le pose déjà là, hein, mais je pense qu'une bonne partie des auditeurs et auditrices seront d'accord avec moi. Tu spoil l'émission là, c'est pas bien. Mais tout le monde est au courant, je pense. Mais oui, mais si vous ne l'avez pas vu déjà, voilà. Il faut courir aller le voir. Vous écoutez l'émission. Et après, vous regardez le film tout de suite. Voilà, on fait comme ça. Eh bien, on va commencer sans plus tarder par les sorties de la semaine. Et alors là, très grosse semaine, mesdames et messieurs. On commence fort. Là. Et oui. Avec Captain America, Brave New World, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Julius Onah avec Anthony Mackie, Harrison Ford et Tim Blake Nelson. C'est l'histoire de Captain America, sûrement. Oui. Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, Sam Wilson se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. On écoute un extrait. C'est pourquoi je compte sur vous, Captain America, pour remettre sur pied les Avengers. Rejoignez-moi, Sam. Nous offrirons au monde un avenir meilleur. En avant ! Voilà, Captain America 4, avec du coup le Faucon qui a pris... Le costume de Captain America. Un film qui est assez attendu, surtout parce que on a un Harrison Ford en Hulk rouge. C'est fait un peu particulier, je trouve. Ouais. C'est particulier, mais c'était dans les comics. D'accord. Et je trouve que l'effet spécial est plutôt bien fait. Ça pourrait être ridicule, mais je trouve que ça passe. Après, Harrison Ford, on a tellement l'habitude de le voir vénère que... D'après ce que j'ai vu au niveau des bandes annonces, effectivement, ça a l'air de le faire. J'étais en train de penser à une chose en écoutant l'extrait, c'est que la voix qui double Harrison Ford, elle est toujours présente, heureusement, parce que c'est vachement important, la voix d'un acteur, mine de rien. Richard Darbois. Voilà, et donc on espère qu'il restera encore longtemps, aussi longtemps que les acteurs qu'il double, parce que j'ai souvenir de Bruce Willis par exemple, qui a été doublé vers la fin par d'autres personnes. Et oui. Et c'était pas pareil quand même, je trouve. Quand on s'attache à une voix, c'est particulier quand même. Bruce Willis, c'était Patrick Poivet qui hélas nous a quittés, il me semble en 2020. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Voilà, mais Richard Darbois double toujours Harrison Ford, et pour la petite histoire, je crois qu'il habite à La Réunion. Et du coup, il enregistre la plupart de ses doublages depuis un studio qu'il a dans sa maison. C'est la magie de la technologie. C'est surtout le fait que, vu qu'il est indispensable, il peut se le permettre. C'est clair. Autre sortie, c'est la comédie romantique, mais c'est aussi un autre numéro 4, puisque c'est Bridget Jones
4, Folle de lui, disponible au Toile du Lac et au Pâté, sérisé par Michael Morris avec Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor et Hugh Grant. Bridget Jones a 52 ans et 2 enfants. Après le décès de Mark Darcy, avec qui elle a vécu 10 ans de bonheur, elle est à nouveau en quête de l'homme idéal. Mais ce n'est pas si facile de se remettre sur le marché du célibat. Les mésaventures de Bridget n'ont rien perdu de leur piquant. On écoute un extrait. Votre propre masque à oxygène. Il faut envoyer en l'air. Chaz a raison. Oh, mais ça suffit! Ça fait 4 ans maintenant. T'es devenue une bonne sœur très très coquine. Je t'ai inscrite sur Tinder. C'est quoi Tinder? Voilà, donc le retour de Bridget Jones au cinéma en France. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le film sort directement sur les plateformes. Peut-être aussi parce que Bridget Jones, c'est plutôt une héroïne européenne quand même que américaine, je pense. Mais elle est londonienne après tout, même si l'actrice est américaine. Mais voilà, moi je sais que je suis assez... J'ai bien aimé les 3 premiers films, donc pourquoi pas un 4e. J'en ai vu qu'un et c'est plaisant. Hein, c'est amusant. C'est amusant, ouais. Ça se laisse bien voir. Ouais. Ça se prête en ce moment, voilà. Tout à fait. Autre sortie, animation. On change de genre. Daffy et Porky sauvent le monde, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Peter Braungard. Et donc c'est l'un des plus grands duos comiques de l'histoire. Daffy Duck et Porky Pig fait son grand retour au cinéma dans une nouvelle comédie déjantée, enchaînant les gags et les catastrophes dont seuls les Toons sont capables. Daffy Duck, Porky Pig et une nouvelle venue prénommée Pétunia Pig vont tenter de sauver le monde d'une terrible menace. On écoute un extrait. On est foutus. On va se battre. On n'est peut-être pas les plus qualifiés pour faire le job. T'es un lâche. Et moi, je suis complètement cinglé. Voilà. Ouais. N'empêche, le retour des Looney Tunes au cinéma, ça fait un bon paquet d'années. Si je me trompe pas, je crois que le dernier film des Looney Tunes au cinéma, c'était les Looney Tunes passent à l'action avec Brendan Fraser. C'était en 2004. C'est bien possible, mon cher Kevin, t'es plus aguerri que moi en la matière. Et il faut savoir, et c'est bien dommage, c'est qu'on a raté, un film a été complètement annulé par Warner Bros. Alors qu'il a été tourné, il existe, mais ils veulent pas le sortir, qui avait l'air très amusant, qui était un film de procès où Will Coyote portait plainte contre Acme pour tous les gadgets qu'il lui aurait délivrés et qui ne fonctionnaient pas. J'aurais trouvé ça vraiment très très drôle de voir. C'était pas mal. Hein, je trouve ça dommage qu'on n'y ait pas accès. Warner Bros. C'est leur décision d'annuler les films à la dernière minute alors qu'ils existent. Je trouve ça vraiment déplorable. Voilà, j'ai dit le mot. Autre sortie, c'est une comédie, c'est Haut les mains, disponible au Toile du Lac et au Pâté, de Julie Manoukian avec Émilie Kahn, Vincent Elbaz et Stéphanie Debac. Les crimes contre la nature les scandalisent, les injustices faites aux femmes les révoltent. Les Green Panthers des Robins des Bois d'aujourd'hui se lancent dans le cambriolage engagé contre les pollueurs et les harceleurs. Mais pour ouvrir le coffre de leurs rêves, il leur faudra s'associer à Bernard, un cambrioleur vieillissant, pas très à jour sur l'écoféminisme. On écoute un extrait. Pas bien. Pourquoi tu l'as ramené? Parce que c'est lui qui a ouvert le coffre. Aucune serrure ne me résiste. Je les chatouille, je les titille, puis je les humecte. Il se fout de nous avec ces métaphores de macho? Il dégage. Mais on a besoin de lui, là. C'est un débris, il tient pas debout. Là, il est en fin de course, il va faire ce qu'on lui demande sans nous emmerder, en fait. Je vous entends, là. Ça va pas être trop physique. Non, parce que je fais de l'asthme d'effort. Voilà, donc petite comédie de braquage. Ouais, qui a l'air sympathique. À la française. Ouais. Voilà. Et là, attention, gros morceau, mon cher Vincent. The Brutalist, qui sort aux Toiles du Lac, Victoria et à l'Astrée, de Brady Corbett, avec Adrian Brody, Felicity Jones et Guy Pearce. C'est l'histoire sur près de 30 ans d'un architecte juif né en Hongrie, Laszlo Toth. Revenu d'un camp de concentration, il émigre avec sa femme, Erzsébet, après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son rêve américain. On écoute un extrait. Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Voilà, donc très grande fresque annoncée. Ça dure combien de temps? 3h35, wow. dont une entracte de 15 minutes.
Voilà, donc on est vraiment sur un très 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 grand film, très grand dans le sens longueur. Je ne connais pas la qualité du film, mais il est déjà multi-nommé aux Oscars. Ça semble être quand même un film de plutôt bonne qualité. Et il faut savoir que ce n'est pas du tout une histoire vraie. Hein. Le film se présente comme si c'était une histoire vraie, mais tout est fictif. Les relents, mais en fait, ils surfent un peu là-dessus, je pense. Oui, et puis ça permet de. Mais il y a l'air d'y avoir une mise en scène exceptionnelle et puis un jeu d'acteurs, qui sont non moins exceptionnels aussi, parce que ça soit Adrien Brody ou même Guy Pearce, pour ne citer qui sont vraiment de très très bons acteurs. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par cette fresque, 3h35. Alors, par contre, faites attention aux horaires, parce qu'apparemment, c'est un peu des horaires confidentiels, quoi. En même temps, vu la durée, faut bloquer sa journée, quoi. Ah bah là, oui, c'est une après-midi même. Il n'y a pas de séance à 22h. Une journée, oui, il faut au moins la demi-journée, quoi. Autre sortie, c'est Le Dernier Souffle, disponible uniquement au Victoria. C'est le nouveau film de Costa Gavras avec Denis Podalides, Cadmerade et Marilyn Canto. Dans un dialogue amical et passionné, le docteur Augustin Massé et l'écrivain Fabrice Toussaint se confrontent pour l'un à la fin de vie de ses patients et pour l'autre à sa propre fatalité. Emportés par un tourbillon de visites et de rencontres, tous deux démarrent un voyage sensible entre rire et larmes, une aventure humaine au cœur de notre vie à tous. On écoute un extrait. Je présente le docteur Augustin Massé. J'ai lu vos livres. Le fléau des seniors m'a fait rire. Mes livres vous font rire? Vos patients, vous leur dites toujours la vérité? Voilà, donc le nouveau film de Costa Gavras, plus sociétal que politique, j'ai envie de dire, quoique bon, la frontière est mince. Moi j'aime beaucoup l'acteur Denis Podalides, oui pardon, j'arrive pas à prononcer. Oui, tout à fait. Donc c'est un très très bon acteur. Pourquoi pas, Ce Dernier Souffle, disponible donc uniquement au Victoria. Voilà. La Prima la Vita, qui sort donc au Victoria et à l'Astrée, de Francesca Comencini avec Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano et Anna Mangio-Cavallo. Un père et sa fille habitent les mondes de l'enfance. Il lui parle avec respect et sérieux comme à une grande personne. Il l'entraîne dans des univers magiques débordant de vie et d'humanité. Il est le grand cinéaste de l'enfance et travaille sur Pinocchio. Un jour, la petite fille devient une jeune femme et l'enchantement disparaît. Elle comprend que la rupture avec l'enfance est inéluctable et a le sentiment qu'elle ne sera plus jamais à la hauteur de son père. Alors elle commence à lui mentir et se laisse aller jusqu'au bord du gouffre. Le père ne fera pas semblant de ne pas voir, il sera là pour elle tout le temps qu'il faut. Voilà, un film italien. Ça a l'air d'être une histoire très émouvante. Oui, très touchante, qui a donc recueilli l'intérêt du cinéma Victoria et de l'Astrée, parce qu'il est proposé dans ces deux cinémas, donc allez-y si vous êtes intéressé. Et puis un autre film d'animation, c'est Olla Frida, disponible au Victoria et l'Astrée, de André Caddy et Karine Vezina. C'est l'histoire d'une petite fille différente dans son monde Secoyacan au Mexique, pétillante, vibrante, tout l'intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant. Cette petite fille s'appelle Frida Kahlo. On écoute un extrait. Tu t'envoles au-delà. Yo soy Frida, rechace la llorona. Yo soy Frida, coraje. Donc vous aurez donc reconnu la voix d'Olivia Ruiz pour ce film d'animation sur l'enfance de Frida Kahlo. L'enfance, on va dire, fantasmée. Hein. D'accord. Légèrement. Et puis du côté de nos amis cinéphilex, un nouveau film, c'est No Other Land avec Basel Adra, Hamdan Balal et Yuval Abraham. Depuis plus de 5 ans, Basel Adra, un activiste palestinien en Cisjordanie, filme l'expulsion de sa communauté par l'occupation israélienne qui détruit progressivement les villages et chasse ses habitants. Il rencontre Yuval, un journaliste israélien qui le soutient dans ses démarches. Une amitié inattendue voit le jour. Ce film, réalisé par un collectif palestino-israélien de 4 jeunes militants, a été réalisé comme un acte de résistance créative sur la voie d'une plus grande justice.
Donc c'est le film qui sera projeté toute la semaine par nos amis Cinéphilex au Cinéma Victoria. Et à noter aussi une projection spéciale cette fois-ci au Pâté à Chambéry. C'est un court-métrage immémore qui sera disponible ce dimanche 16 février à 11h30. C'est une séance qui est ouverte à tous et gratuitement. C'est un court-métrage de lycéens de la section cinéma du lycée Louis-Armand à Chambéry. C'est réalisé par Thibaut Relat et Manon Margarito avec Vince Lopez, Lisa Egerby, Anaïs Robert et Jérôme Villefayot. L'histoire, c'est que tous les soirs, Jacob fait le même cauchemar qui serait peut-être le reflet d'un traumatisme réel. Donc voilà, on soutient... oui, ça serait... Pourquoi pas, hein. On soutient les courts-métrages de lycéens et puis c'est intéressant. On les félicite d'avoir effectué ce court-métrage, donc disponible ce dimanche 16 février à 11h30, ouvert à tous et gratuitement. Et puis on félicite aussi Pâté à Chambéry de pouvoir laisser la possibilité aux lycéens de pouvoir montrer leur court-métrage au plus grand nombre dans des grandes salles de cinéma. Donc tout à fait. Voilà, nous soutenons bien évidemment ce genre d'initiative. On va faire une première pause musicale et vu que nous sommes ce soir dans le thème de l'amour, nous allons nous écouter Still Falling for You d'Ellie Goulding, tiré de la bande originale du 3e volet de la trilogie Bridget Jones qui s'intitulait Bridget Jones Baby. On revient tout de suite après pour parler de nos avis sur les sorties de la semaine dernière. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac disponible sur vos smartphones. Nous venons de parler des sorties de la semaine, des sorties de la semaine. Et maintenant, avec mon cher Vincent, nous allons évoquer les sorties de la semaine dernière et donner nos avis sur ces films. Mais avant cela, quels sont les films que nous vous avons déjà préalablement conseillés ou déconseillés, mon cher Vincent? Alors, tu veux que je donne toujours les films disponibles déjà? Ah bah oui, c'est un peu tout le temps les mêmes, hein, je vous avoue, il y en a beaucoup qui y restent depuis très longtemps. Ça fait un moment, on en parle depuis un moment. Il y a toujours En Fanfare, qui est à mon avis, une très bonne comédie. Sortie en novembre, hein, quand même. Voilà. Sonic 3, qui est de mieux en mieux d'après ce qu'on avait dit déjà. Dernière semaine. Un ours dans le Jura, qui est un peu le Fargo à la française. Exactement. Qu'on a vu avec Kevin d'ailleurs, tous les deux. Un parfait inconnu, donc, qui est le biopic sur notre chanteur Bob Dylan. Voilà, dont on avait fait l'historique un petit peu avec Christian la dernière fois. Compagnon. Alors ça c'est le fameux thriller science-fiction où il faut pas trop en savoir. Ah oui oui. C'est dont tu avais dit le plus grand bien. Ah oui. Et puis je l'ai conseillé à des amis qui ont également validé. Donc le cercle de fans de Compagnon s'agrandit de jour en jour. D'accord. En revanche, nous étions mitigés pour Mufasa et Vaiana 2. Donc, c'est deux films d'animation, on va dire. Deux films Disney, en tout cas. Voilà. Qui, plus sur le registre des enfants, on va dire. Voilà. Et on va pas se mentir qu'ils reposent un peu trop sur leur laurier et qu'ils ne font pas grand chose. Et c'est un peu dommage. En même temps, il n'y a pas trop d'originalité, autant dans l'un que dans l'autre. Non, c'est un préquel et une suite. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Et puis par contre côté cinéma, du coup j'ai 5 films à vous parler ce soir. Je vais commencer par le moins bien et je vais aller par le meilleur. Voilà. Par le meilleur. C'est mieux comme ça. Alors le moins bien, roulement de tambour. God Save the Tuche. Alors. Après, voilà, c'est peut-être aussi le genre qui te plaît moins. Alors, j'avoue que j'ai vu les 5 films Tuche précédents. Ouais. J'en ai vu 4 au cinéma, quand même. Il y a que 3 que j'ai pas vu au cinéma. Pour moi, c'est quand même une saga qui commençait très très bien avec un premier film qui était une comédie assez surprenante, qui fonctionnait original, très bien. Le personnage était attachant. Deuxième film était intéressant, ça se passait aux États-Unis avec quelques blagues drôles. Et puis la fin était assez surprenante pour une comédie française. Le 3 était pour moi un ratage du début jusqu'à la fin. C'est le fameux où Jeff Tuche devient du coup président de la République. J'ai trouvé que toutes les blagues passaient à côté de... Ça aurait pu être tellement plus drôle et je trouvais que
Ça marchait pas du tout. Le 4e, c'était sur le thème de Noël, avec quelques blagues amusantes. Pas vu non plus. Et là, le 5e, du coup, c'est Rendez-vous en Grande-Bretagne. Et c'est le premier volet de la saga des Tuches réalisé directement par Jean-Paul Rouve. Et je dois avouer que c'est peut-être le moment où il faut s'arrêter, parce que ça commence à s'essouffler un peu, je pense. C'est qu'en fait, on arrive à un stade où il n'y a même plus de scénario. C'est juste un enchaînement de références, de gags, plus ou moins réfléchis. Il y a beaucoup d'humour qui joue sur le comique de répétition, mais qui traîne beaucoup trop longueur. Et du coup, la blague se perd. Bien sûr. Il y a quelques répliques qui vont vous faire sourire. Il y a par exemple un moment où on dit à Jeff Tuche, votre petit-fils est agile, et puis il dit non, son père s'appelle Germain. Voilà, c'est ce genre de... C'est gentil, on va dire. Hein. C'est gentillet, mais en fait, je pense qu'ils se sont trop focalisés sur le caractère un petit peu, très original et très excentrique des personnages, autant les uns que les autres, on va dire, et que passer la surprise du premier, voire du deuxième, je trouve que c'est un peu normal que ça soit... ça s'essouffle. Alors ça s'essouffle pas dans les salles, puisque le film vient d'atteindre déjà en 6 jours le 1 million d'entrées. Donc il y a des aficionados. Et oui. Et le film plaira aux fans. Moi, j'avoue que pour le coup, ça sonne un peu comme le 5e épisode, l'épisode de trop. Il y a peut-être pas obligation de faire un 6e volet, quoi. L'autre film que j'ai trouvé bien mais pas extraordinaire, c'est 5 septembre. C'est le fameux film qui se passe du coup dans les coulisses des attentats de Munich pendant les Jeux Olympiques de 1972. Mais du coup, on les suit depuis les studios d'ABC qui sont donc sur place. Mais en fait, on est dans cette cabine d'enregistrement. On va on va envoyer des journalistes chercher des informations. On va leur demander de s'infiltrer un peu. Enfin voilà, c'est un film qui est très intéressant sur la technique et sur les coulisses, sur comment gérer l'information dans l'urgence. Est-ce qu'on va divulguer une information au risque qu'elle soit fausse, puisqu'on ne sait pas si elle avait été vérifiée ou pas. Ça, c'est vraiment très intéressant, et le casting le porte bien. Par contre, j'avoue que le film manque un peu de tension dès lors que vous connaissez les événements. Si vous connaissez les événements, inévitablement, vous savez vers où on va. Et du coup, la surprise que vont connaître certains personnages, vous êtes pas dedans, quoi. C'est dommage, oui, parce que c'est quand même le clou de ce film, c'est quand même l'événement. Même si, comme tu dis, apparemment, on en voit plutôt les rouages médiatiques qui se évoluent autour de cet événement, qui peut être intéressant, mais il faut pas perdre de vue quand même que le sujet principal, c'est le 5 septembre. Voilà. C'est ça. Donc c'est un bon petit film, mais j'ai pas été plus que ça emballé. D'accord. Ensuite, on a Paddington au Pérou, donc le 3e volet de la saga Paddington, qui confirme que la trilogie Paddington est de très grande qualité. Alors le premier est très bon, le deuxième est vraiment excellent, et là le 3e film, il demande un peu plus d'amour. Il faut être un peu plus patient. La folie, les gags et tout ça arrivent un petit peu plus tard que dans les précédents films, mais on retrouve quand même cet humour très british, très savoureux, des gags. Et puis cet ours qui est vraiment très adorable et charmant, et qui va inévitablement vous faire verser une petite larme à la fin, parce que il est tellement attendrissant que dès lors que lui il est triste, forcément on l'est un peu. Et en plus de ça, ce 3e volet rajoute beaucoup d'aventures, puisque comme le titre l'indique, il est au Pérou à la recherche de l'Eldorado, avec du coup Antonio Banderas et Olivia Colman. Olivia Colman qui joue une bonne sœur. C'est épique, c'est royal. C'est une bonne sœur qui, à un moment, tient quand même un fusil
Enfin voilà, c'est assez déjanté, c'est assez savoureux, franchement. La sœur Carabine. Voilà, c'est la sœur Carabine. Bon, voilà, moi je vous le conseille. Si vous avez aimé les 2 premiers volets, je pense que vous aimerez celui-là. Et puis ça permet de clôturer une trilogie, puisqu'on sent qu'il y a quand même une clôture. On ferme un chapitre. Donc foncez, c'est du très bon film familial. Ensuite, il y a Maria de Pablo Larraín avec Angelina Jolie et Pier Francesco Favino, le fameux biopic sur Maria Callas, qui est un film qui vaut essentiellement pour la prestation d'Angelina Jolie, qui est extraordinaire. Qu'elle ne soit pas nommée aux Oscars, et je trouve un affront monumental. Elle modifie sa voix, même si ce n'est pas elle qui chante, elle incarne véritablement ces moments chantés par Maria Callas, qui, du coup, sont les derniers moments chantés, puisque le film se passe dans la dernière semaine de la vie de Maria Callas, où elle cherche à tout prix à retrouver sa voix, alors que elle voit des fantômes, elle voit tout ce qu'elle voit, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Donc, vraiment, j'ai trouvé qu'Angelina Jolie était extraordinaire. Même si la ressemblance physique n'est pas vraiment là. Pas trop, a priori, elle lui ressemble pas tellement, quoi. Voilà, mais elle l'incarne. Elle est suffisamment convaincante. Franchement, elle m'a bluffé. C'est l'un des plus grands rôles qu'elle nous a délivré, et c'est peut-être sans doute son meilleur rôle depuis l'échange de Clint Eastwood. Donc, si vous êtes intéressé, franchement, foncez. C'est un très 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 beau film. Et puis un film que The Best. Un film que j'ai rattrapé sur le tard parce qu'il est sorti il y a 1 mois, c'est le fameux film brésilien Je suis toujours là, qui est de Walter Salles avec Fernanda Torres. Et qui est ce fameux film brésilien nommé multiples fois aux Oscars. Fernanda Torres a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. C'est extraordinaire. C'est une histoire vraie qui se passe en 1970 pendant la dictature militaire au Brésil. Et en fait, on va suivre une famille dont le père est un ancien député et qui va se faire interroger par la police militaire, par l'armée. Et on va perdre sa trace. Et du coup, vous avez le personnage de Fernanda Torres, qui est donc le personnage de la mère, qui doit donc maintenir serré, maintenir unie sa famille. Elle a quand même 5 enfants, 4 filles et un garçon. Et en même temps, trouver la vérité sur ce qui est arrivé à son mari. C'est vraiment très poignant. Fernanda Torres, elle est formidable. Elle joue tellement, avec une telle dignité, c'est vraiment très touchant. Là encore, ça m'a fait beaucoup penser au film L'Échange, dans la manière comment Angelina Jolie jouait cette mère qui cherche à tout prix son enfant et qui ne sait pas si elle le retrouvera un jour. On retrouve un peu ça, je trouve, dans le personnage de incarné par Fernanda Torres, sauf que là aussi, c'est une histoire vraie, c'est d'autant plus touchant, c'est très 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 tragique, et je vous le conseille. Vraiment, c'est un film qui m'a bouleversé. C'est à rattraper. Je crois qu'il est encore disponible à Rumilly, si vous êtes vers Rumilly. Et il est encore disponible à l'Astrée à Chambéry. Il y a 1 séance par jour. Je pense qu'il va rester très facilement dans mon top de l'année. Très certainement. Oui, non. Et puis alors, ça a l'air alléchant, effectivement. Tu as un conseil télé à nous donner pour cette semaine? Oui. Alors assez rapidement, en fait, un peu par flemmardise, j'ai failli m'arrêter juste au cœur des hommes de Marc Esposito en 2003, qui est sur Chérie 25 jeudi 13 février, qui est une très bonne comédie d'hommes, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, et qui laisse une part belle aux femmes qui sont présentes aussi dans ce film, évidemment. Mais un peu en regardant un peu plus attentivement les programmes, je suis tombé sur un film que j'adore qui s'appelle La Panthère Rose de Black Edwards, qui date de 1963 et qui est sur France 5 vendredi 14 février. Alors ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir une soirée romantique peuvent se rabattre là-dessus pour passer un bon moment et rigoler. Alors Black Edwards, c'est quand même un grand réalisateur de comédie américaine. Et de comédie romantique. Et de comédie romantique. Il avait beaucoup fait avec Tony Curtis, avec Cary Grant, etc. Audrey Hepburn. Voilà, Audrey Hepburn.
Et la musique est de Henri Mancini, évidemment, puisque ça fait référence à La Panthère Rose, qui a d'ailleurs donné lieu au dessin animé qui a suivi. Oui. La Panthère Rose étant dans le film un bijou, un diamant que cherche à obtenir un voleur qui s'appelle le Fantôme. Le Fantôme. C'est David Niven qui interprète ce rôle. Ouais. Donc Peter Sellers, lui, interprète le rôle de l'inspecteur un petit peu foutraque. L'inspecteur Clouseau. L'inspecteur Clouseau, et qui, en fait, l'inspecteur Gadget a été un peu repris sur ce modèle-là, d'ailleurs, entre parenthèses. Et il y a Robert Wagner, et il y a aussi Claudia Cardinal, qui joue une princesse indienne, il me semble. Oui, bah justement, oui, la fille du Maharaja qui lui a offert le diamant. Voilà, et c'est vraiment truculent, et c'est beaucoup d'humour avec beaucoup d'élégance. D'ailleurs, j'avais relevé une critique de Jacques Laurcel, qui était un écrivain scénariste et qui était rédacteur en chef de la revue Présence du cinéma à une époque, et qui avait dit sur le style de Black Edwards, il le caractérisait par une élégance naturelle de la forme, un humour insidieux et caustique, une direction d'acteur subtile et maîtrisée, un sens aigu de la description sociale. Et je peux pas dire mieux, donc je préfère redire ce qu'il avait dit à ce sujet. Ouais. Et donc ça a quand même donné lieu à 8 films par la suite. Tous réussis. Avec le retour de la Panthère Rose, quand la Panthère Rose s'en mêle, etc., etc. Il y a jusqu'en 93. Hein. Ça date de donc 1963 pour le premier, qui donc sera le vendredi 14 février sur France 5. Et donc il y a quand même eu 8 par la suite, quoi. Et puis il y a eu les 2 remakes récents avec Steve Martin. Oui, mais alors franchement, je vois pas trop l'intérêt. Le premier était plutôt. Je l'ai pas vu, hein, mais. Le premier était plutôt drôle, mais on va pas se mentir que les meilleurs sont ceux avec Peter Sellers, et bien que sûr. dès lors qu'il meurt, hélas, il nous a quittés dans les années 80, il me semble, Peter Sellers. Les films sont beaucoup moins bons. Oui, et puis il y avait, je sais pas si tu te souviens, la fameuse scène avec le serviteur asiatique là. Alors il n'apparaît pas tout de suite. Ouais, il n'apparaît pas tout de suite dans celui-ci, mais si vous avez aimé la Panthère Rose, regardez les 2 suivants, parce que là c'est hilarant, mais vraiment hilarant. Les 2 suivants, c'est Quand l'inspecteur s'en mêle et le retour de la Panthère Rose. Voilà, c'est ça. Et Quand l'inspecteur s'en mêle est très très drôle, mais c'est un peu dommage parce qu'on repasse tout le temps le même. La Panthère Rose, qui est évidemment un chef-d'œuvre et qui est extraordinaire, mais les autres mériteraient d'être rediffusés vraiment. Bien sûr. La saga est sympa à voir. Ouais, tout à fait. Eh bien, c'est tout pour donc nos avis sur les sorties de la semaine dernière et pour notre conseil télé. On va faire une deuxième pause musicale avec All By Myself, interprété par Céline Dion pour le premier volet de la saga de Bridget Jones, dans le journal de Bridget Jones. Et on revient tout de suite après pour parler amour. Voilà. À tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Et nous allons bien nous attarder désormais sur notre focus sur l'amour au cinéma. Alors nous allons commencer par évoquer tout d'abord, mon cher Vincent, les comédies romantiques, puisque peut-être que les gens préfèrent regarder le 14 février des films joyeux sur l'amour. Je sais pas s'ils vont regarder des films déjà à ce moment-là. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est éculé le cliché de regarder une comédie romantique le jour de la Saint-Valentin? Je pense qu'on a peut-être autre chose à faire. Oui, mais ça peut amener à d'autres choses. Pour tous, voilà, c'est vrai. Et pour tous ceux de toute façon qui n'ont peut-être pas la chance d'être accompagnés, donc au moins. Pour ceux qui sont sans Valentin, c'est un peu une piqûre de rappel qui est pas très sympathique non plus. Voilà. Parce que ça leur rappelle qu'ils sont peut-être seuls. Privilégiez plutôt les films d'horreur. Voilà, c'est ça. Mais les comédies romantiques, à la limite, oui, c'est vrai que c'est quand même plus sympathique. Il faut reconnaître quand même que de toute façon le
le romantisme et puis l'amour, en général, c'est le sujet principal de base de notre humanité, on va dire déjà. Et je pense que dans tous les films, de manière presque sous-jacente, il y a une histoire d'amour, même si c'est pas le thème principal. Alors là, on va se pencher sur les films qui sont plus dans ce registre-là, mais je dirais que dans quasiment presque tous les films, il y a toujours une histoire de romance entre deux personnages. Souvent, on va dire. Très souvent. J'ai envie de dire les meilleurs. Ouais, c'est vrai. Parce que je trouve vrai. Que même quand la relation amoureuse n'est pas l'élément central, ça peut, quand elle est écrite avec sincérité, mais pas non plus très complexe, ça peut vraiment faire passer d'un film moyen à plutôt bon film. Dans mon cas, en tout cas. C'est le moteur de la vie, hein, il faut bien le reconnaître. C'est ce que tu veux que je te dise, mon pauvre Kevin. Mais sur les comédies romantiques, je voulais commencer avec peut-être celle qui, pour moi, a défini le registre de la comédie romantique moderne. Alors pourtant, le film n'est pas du tout moderne, hein, il date de 1934. C'est un film de Frank Capra, avec Clark Gable et Claudette Colbert. Ça s'appelle New York, Miami, ou en VO, It Happened One Night. Oui, parce qu'on pouvait pas l'appeler. Ça se passe pendant une nuit, parce que New York, Miami, alors qu'en plus c'est faux. Les personnages vont de Miami à New York. Mais enfin bref, les aléas de la traduction française. Voilà. C'est une magnifique comédie romantique comme Capra savait si bien les faire. Et pour tout vous dire, pourquoi elle a défini le code de la comédie romantique, c'est que c'est l'une des premières, même je crois que c'est la première, où on a du coup deux personnages, un homme, une femme, qui se détestent, mais qui se détestent. Et c'est pour mieux s'apprécier. Lui, journaliste, évidemment. Elle fuit, et en fait, elle est fille d'un mafieux, je crois, mais très très réputé, et elle doit aller à son mariage, sauf qu'en fait, elle n'y va pas. Elle cherche à y échapper, il me semble, et du coup, Clark Gable est dépêché finalement pour avoir ce scoop, et du coup ils se détestent, ils sont obligés de voyager ensemble alors qu'ils ne peuvent pas se supporter. Inévitablement des sentiments amoureux vont naître, et on retrouve aussi ce cliché, parce qu'il va devenir un cliché, c'est cette séquence de mariage à la fin où finalement l'épouse va dire non et va plutôt retourner chercher l'être aimé, qui est donc non pas celui avec qui elle devait se marier, mais Clark Gable. Enfin voilà, c'est vraiment des clichés qu'on a vus de multiples fois. On le revoit, oui, ce genre de sujet, de déroulement d'histoire amoureuse, ça se retrouve dans pas mal d'autres films. Et puis le plus grand cliché, c'est dans les séquences de mariage. Et que ceux qui doivent s'y opposer ou se taisent à jamais, évidemment, il y en a un qui se lève qui dit « je m'y oppose ». Enfin voilà, ça c'est très grand cliché. Ça fait penser à 4 mariages et un enterrement, par exemple. Excellente comédie romantique. Comédie romantique. Là, on peut parler aussi d'Hugh Grant, parce que Hugh Grant, il a vraiment... il en a fait pas mal. Hein, ah oui, il est très très bonne. Il y a 4 mariages et un enterrement. Il y a inévitablement Coup de foudre à Notting Hill. Voilà. Avec Julia Roberts. Il y a le journal de Bridget Jones. Il y a le Comeback, qui est une comédie romantique qui est peut-être pas assez connue, avec Drew Barrymore. Mais oui, si, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, et c'est pas mal. Ouais, les chansons restent en tête, parce qu'il joue un chanteur de boys band. Voilà, un peu sur le tard, et qui a moins de succès. Ouais, et puis Hugh Grant, donc du coup, et puis pour moi, la reine de la comédie romantique, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est Julia Roberts. C'est Julia Roberts, Pretty Woman, évidemment. Voilà, Pretty Woman, c'est pour moi la meilleure comédie romantique, non pas en termes, si, peut-être probablement en termes d'écriture, mais surtout en termes de rythme. C'est un film, chères auditrices et chers auditeurs, parce que je pense que vous l'avez déjà vu, mais je vous invite quand vous le reverrez, à faire attention au rythme du film. Il n'y a pas une scène en trop. Le film s'enchaîne sans arrêt sur une séquence. C'est vraiment des scènes à chaque fois qui sont vraiment cruciales et qui apportent beaucoup au personnage. Et à la fois, on rit énormément, et en même temps, je trouve que c'est une magnifique histoire d'amour. Même si pour la petite histoire, à la fin, normalement, elle devait mourir d'une overdose. Finalement, c'est alors là, ça aurait été moins une comédie, là. Oui, ça aurait été moins joyeux. Je pense que, je ne sais plus qui à l'époque s'était insurgé contre ce scénario, mais je pense qu'il a eu raison. Oui, quand même.
Il y avait aussi, dans ce même registre de Frank Capra là, dont tu parlais, qui est encore une fois un réalisateur hors norme. C'est Quand Harry rencontre Sally, de Rob Reiner en 1989, et donc avec Billy Crystal et puis Meg Ryan, une autre reine de la comédie romantique. Voilà, tout à fait. Ouais, elle passe allègrement bien. Il y avait cette fameuse scène dans le restaurant où elle simule l'orgasme, et puis qui est très très culte évidemment. Je pense que beaucoup de gens la connaissent, cette scène, même s'ils n'ont pas vu le film d'ailleurs, entre parenthèses, et puis qui donne lieu à l'issue aux voisines de tablé qui disent je veux la même chose qu'elle à la fin. C'était très drôle. Puis c'est une histoire d'amitié qui devient, parce qu'ils se rendent compte que en fait c'était inévitable pour eux. Ouais, j'aime bien ce chassé-croisé. Voilà, c'est une histoire d'amitié qui devient une histoire d'amour. Voilà, et en fait ils s'aiment depuis le début, mais inconsciemment. Mais ils veulent pas se le dire. Ouais. Ils veulent pas se le dire, se l'avouer à certains moments. Ça rate à d'autres moments, ce qui veut dire que effectivement on peut ne pas rencontrer la bonne personne si c'est pas au bon moment, et si c'est pas si c'est trop tard ou si c'est trop tôt, ou etc. Donc il y a vraiment un timing qui est assez, et ça ce film-là en fait bien référence à ce niveau-là à mon sens. C'est l'une des meilleures comédies romantiques, je suis tout à fait d'accord. Il y a une autre comédie romantique avec Julia Roberts qui a une particularité, c'est que l'héroïne principale ne finit pas avec le garçon qu'elle aime. C'est Le mariage de mon meilleur ami, avec du coup Julia Roberts et Cameron Diaz, l'un des premiers films avec Cameron Diaz. Et c'est vrai que c'est sympa aussi ça. Elle est amoureuse de son meilleur ami, puisqu'en fait ils avaient fait un pacte, c'est que s'ils étaient encore célibataires, je crois à 40 ans, et en fait ils se marieraient ensemble. Et je crois que du coup le meilleur ami, interprété par Dermot Mulroney, s'apprête à se marier à 39 ans, je crois, un truc comme ça. Mais... Et du coup, Julia Roberts va chercher à faire capoter ce mariage parce que finalement, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de son meilleur ami. Et du coup, à la fin, ça se passe pas comme prévu, mais c'est quand même une très très bonne comédie romantique. Oui, j'ai souvenir vaguement. Il faudrait que je le revoie, ce film. Et puis côté français, tu avais une comédie romantique que tu voulais évoquer. C'était celle de Michel Gondry. Non, c'est ça? Non, L'Arnaqueur. Ah oui, pardon, oui, L'Arnaqueur, oui, tout à fait. C'est à mon sens, une très bonne comédie. Alors, L'Arnaqueur, évidemment, ça s'écrit cœur comme un cœur qui bat. L'Arnaqueur, donc il y a un jeu de mots, et c'est sorti en 2010 de Pascal Chaumeil avec Romain Duris et puis Vanessa Paradis. Et je trouve l'histoire très très originale, puisque Romain Duris interprète le rôle d'un gars qui est à la tête d'une entreprise à qui on doit faire appel si jamais donc on veut casser un mariage improbable, et donc il est amené évidemment à se retrouver confronté à ses propres sentiments par rapport à une cliente dont il doit faire capoter le mariage et dont il va tomber évidemment Amoureux. Oui. Mais d'ailleurs, elle va tomber amoureuse de lui. C'est pour ça que avec une séquence qui reprend du coup la chanson de Dirty Dancing. Voilà. Et puis il y a beaucoup de codes références d'ailleurs aux films romantiques, aux comédies romantiques. C'est un hommage. Et puis on rigole vraiment. Il y a des gags. Moi, je me rappelle avoir vraiment pleuré de rire sur certaines scènes. Autre comédie romantique qui est un peu matinée de science-fiction, c'est Un jour sans fin, aussi avec Bill Murray et Andy McDowell. Oui. Alors moi j'adore, je suis très très fan de ce film. On en avait déjà parlé d'ailleurs, on en avait Le jour de la marmotte. Évidemment, c'est la journée de la marmotte. Bill Murray qui revit inlassablement la même journée, puis qui finalement, n'ayant pas peur des mots, c'est un gros con au départ. Et il va s'améliorer au fil du temps, parce que comme il est très épris finalement, mais au début pour peut-être des choses assez superficielles vis-à-vis de cette actrice qu'on voit plus trop maintenant. Andy McDowell, je sais pas ce qu'elle est devenue, entre parenthèses. On voit plus sa fille, donc Margaret Qualley, qui a joué récemment avec Demi Moore. Et puis qui finalement va s'éprendre, mais complètement, totalement de cette personne, et qui va lâcher prise, et pour dans ce sens-là, elle va finir par tomber amoureuse de lui, alors que c'était pas gagné d'avance au départ. Oui, tout à fait.
Et alors, du coup, est-ce que tu as encore une autre comédie romantique à évoquer ou est-ce qu'on va... Je vois pas trop, là. Je dirais que... Bon, comme moi, j'avais quand même abordé pas mal l'amour en général avec les romances. Alors, évidemment... Quelle est pour toi la plus belle romance du cinéma? Celle qui te touche une des plus belles. Parce que j'en ai quand même assez 3 que je mets un peu sur le même niveau, qui sont pas du tout semblables. Évidemment, Sur la route de Madison, de 95 de Clint Eastwood. Il y avait un autre film aussi, Out of Africa, de Sidney Pollack, avec Robert Redford et Meryl Streep, d'ailleurs, qui est sur la route de Madison également. Mais revenons sur la route de Madison. Je trouve que c'est un film très, très... Enfin, beaucoup de gens le citent, mais vraiment, c'est que c'est à raison. Ouais, parce que c'est un amour finalement impossible. C'est interdit et impossible. Voilà, interdit et impossible, et puis qui s'est quand même vécu... en une semaine. Une semaine. Même moins, 3-4 jours, en septembre d'un week-end. Voilà, qui a suffi à transcender, je dirais, les vies de l'un et de l'autre, qui sont interprétées par Clint Eastwood lui-même, donc évidemment, et donc Meryl Streep. Ouais. Je trouve que c'est très émouvante. Alors, si les gens ne sont pas d'accord sur le fait que c'est peut-être la meilleure histoire d'amour au cinéma, c'est en tout cas le plus beau film sur l'adultère. Oui, je trouve. Oui, parce que y a rien de, c'est pas grivois, c'est pas trivial, c'est pas, c'est interdit, mais en même temps, on comprend l'élan d'amour que se portent les deux personnages, et c'est magistralement interprété. Mais on parle du regard des autres quand même. Oui, tout à fait. Évidemment. C'est ça qui est bienvenu, et puis finalement, c'est ce poids de la culpabilité en quelque sorte qui empêche Meryl Streep d'ouvrir cette année portière. Je dirais il y a pas que ça, parce qu'elle est prête à sauter le cap. Et puis il y a aussi le fait qu'elle est quand même amoureuse de son mari. Mais voilà, tout à fait. Attachée à sa famille. Il y a quelque chose qu'elle a construit avec lui, avec ses enfants, etc. Et qu'elle ne peut. Et c'est vraiment un choix cornélien. Ah oui. Elle peut pas. C'est déchirant pour elle, autant dans un sens que dans l'autre. Et donc. C'est déchirant pour nous. Voilà. Et c'est déchirant pour nous, mais ce qui fait peut-être la grandeur, la force de cet amour qui reste de toute façon intemporel et comment dire. Qui s'effacera jamais, quoi. Oui. Voilà. Et puis du coup, tu parlais de Out of Africa. Out of Africa, qui est un film magistral aussi. Meilleure séquence de lavage de cheveux. Tout à fait, avec Robert Redford plus que séducteur dans pas mal de scènes. J'aime bien Klaus Brandauer qui joue le rôle de l'ami et mari un peu d'opportunité de Meryl Streep dans le film, et qui est assez magistral aussi, qui a un second rôle mais que je trouve pas mal, et puis des scènes évidemment poignante jusqu'à la fin, quoi. Voilà, avec une fameuse scène. Alors, je veux pas trop spoiler pour ceux qui ne connaîtraient pas ce film. Il faut impérativement voir si vous aimez les films de romance et d'amour. Et les grands espaces. C'est une belle fresque. Ouais, tout à fait. Avec la musique de. C'est pas Maurice Jarre. Non. C'est oui, évidemment. John Williams. Non. Zut, ça m'échappe. Oui, en plus, je vois qui c'est. Celui qui avait fait Danse avec les loups, là. Je vais trouver. Ah, mais je le connais, hein, par cœur, pourtant. Non, mais bon, bref. Et puis on pouvait pas. John Barry, mais John Barry, évidemment. Oui, forcément. Évidemment, parce qu'en plus la musique évoque vraiment le style John Barry, et donc inévitablement le style un peu James Bond. Voilà, et puis il a agrandi les espaces aussi. Il y a une virée en avion que Robert Redford offre de manière incertaine à Meryl Streep dans le film, et c'est vraiment extraordinaire avec ce décor de l'Afrique. Voilà. Un film qui me fait penser un peu à Out of Africa dans le même côté fresque, c'est un film qui est un peu plus récent, c'est Le Patient anglais. Oui, avec tout à fait. Ralph Fiennes, très beau film. Christine Scott Thomas et Juliette Binoche, voilà, Cocorico, qui est du coup annoncée comme étant la future présidente du Festival de Cannes cette année, et présidente du jury. Et Le Patient anglais, je trouve que c'est un magnifique film, beaucoup plus dur peut-être que Out of Africa, parce que le personnage de Ralph Fiennes c'est quand même brûlé aux multiples degrés. Et, voilà,
Faut quand même s'accrocher un petit peu, mais c'est magnifique cette histoire d'amour. C'est la force des sentiments amoureux sincères et authentiques, voilà. C'est ça. Cette obligation de l'abandon pour la survie, enfin quand il y retourne dans cette grotte, enfin c'est oh là là, rien que d'y penser. Et puis, il y avait autre chose. Un troisième film. Alors, on peut pas évoquer, à mon avis, les histoires d'amour sans parler de Roméo et Juliette. Et moi, un film qui fait référence à Roméo et Juliette dans un style plutôt contemporain, c'est évidemment West Side Story, dont on avait déjà parlé lors des comédies musicales. Un film qui date de 1961, de Robert Wise et Jérôme Robbins. Et donc, c'est vraiment, pour moi, l'histoire d'amour. Alors, effectivement, c'est plus un drame, puisque ça se termine mal. Mais c'est extraordinaire, quoi. Moi, ça me bouleverse à chaque fois. Est-ce que les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui se terminent mal? Les impossibles. Regarde, t'as Titanic. Regarde Titanic. Rose Titanic, et puis La La Land, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, du coup qu'on a envie de parler de tout Michel Gondry. Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ce titre à rallonge. Alors franchement, je suis persuadé qu'il a dû tenir tête pour garder un titre pareil. Au distributeur français, parce que franchement, si on a traduit It Happened One Night en New York, Miami et qu'on a gardé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est quand même extraordinaire. Il y en avait un autre que j'adore aussi évoquer, c'est le In the Mood for Love de Wong Kar-wai, qui est magnifique et extraordinaire. Et moi, il y a une suite qui s'appelle 2046 que je n'ai spirituelle. pas vue. Voilà, tout à fait, et qui est un peu dans la même logique de l'amour. Mais dans un registre plus science-fiction aussi un peu. J'avoue que je ne l'ai pas vu. J'ai adoré In the Mood for Love, qui est un film vraiment qui est envoûtant, magnifique sur la relation. Il y a une tension sexuelle, mais vous ne verrez jamais une séquence débat dans ce film. Débat amoureux, j'entends. Débat et déo. Voilà. Non, c'est pas les mais le film est un peu particulier parce que les séquences ne sont pas délivrées de manière chronologique. On s'y perd un peu et au final, la force du film, c'est que on s'en fiche. On est juste emporté par cette. C'est envoûtant. C'est un film envoûtant avec fascinant. Une musique qui berce tout ça d'une longueur monotone et pas monotone, non, d'une longueur romantique exacerbée, on va dire. Voilà. Non, c'est un magnifique film. Est-ce que tu as un autre film à évoquer Oui, il y avait l'étrange histoire de Benjamin Button. Button, c'est un très très beau film d'amour, impossible aussi, puisque mais un peu avec de la science-fiction. Dans le même registre, un film un peu fort et un peu d'anticipation, il y avait La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, qui est un peu La Belle et la Bête version moderne. Version l'étrange créature du lac noir. Voilà, version l'étrange créature du lac, pardon. Pas la Belle et la Bête, mais. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que c'est une forme de La Belle et la Bête. Évidemment, bien sûr. C'est un très 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 beau film avec Sally Hawkins. Et il y avait aussi Le Secret de Brokeback Mountain. Évidemment. C'est un très beau film d'amour. Bon, évidemment, donc dans un registre homosexuel. Tout à fait. Mais entre parenthèses, magnifique, que j'ai trouvé très très émouvant comme film. Réalisé par Ang Lee avec Jake Gyllenhaal et le regretté Heath Ledger. Eh bien écoutez, c'est tout pour l'émission de ce soir. On a évoqué dans la grande largesse, on va dire, le domaine de la comédie romantique. On aurait pu durer encore 2 heures à mon avis. Mais facile. On n'est pas à l'abri de refaire plus tard un autre focus sur ce sujet si passionnant. Quand tu veux. Et si passionné. Programmation de la radio demain, 2 émissions. On a le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30. Et puis nous avons l'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et on va se quitter sur It Must Have Been Love de Roxette, tiré d'une l'une des meilleures comédies romantiques, Pretty Woman. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine et surtout, allez au cinéma. Belle toile.